Ce qu'on vibre de manière constante, ça se retrouve dans notre inconscient, et c'est notre inconscient qui crée notre avenir. Et la qualité de ce qu'on met dans notre inconscient va déterminer la qualité de ce qu'on va vivre. C'est comme, alors j'aime bien dire, la conscience, cette émotion qui porte nos pensées dans le futur, c'est un peu comme un orchestre symphonique. Si l'orchestre symphonique joue une très belle musique, on va vivre dans notre futur une très belle musique. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour l'invitation de Citizen Light dans la rubrique Portrait. Je suis ravie de venir jusqu'à chez toi. J'ai traversé la route du temps pour arriver dans cet écrin magnifique de nature, hors du temps. Comment t'as atterri ici et si tu peux te présenter? Comment j'ai atterri ici Par hasard, évidemment. C'est à l'époque où c'était il y a 17 ans, j'avais décidé de m'installer en Haute-Provence et d'écrire un livre. Et je pensais que je le ferais peut-être très tardivement, mais le hasard m'a conduit jusqu'ici, à travers une série de synchronicités, on va dire, pas les plus bluffantes de ma vie, mais tout de même. Et c'était l'endroit qui correspondait exactement à mes rêves. Et donc j'ai acheté ce domaine. Et voilà. Et qui suis-je? Tu m'as demandé de me présenter. Donc je suis donc un ingénieur physicien, récemment retraité du CNRS. Donc je vais pouvoir m'adonner, plus encore qu'avant, à l'écriture et aux conférences, etc. J'ai passé ma carrière à faire de l'intelligence artificielle pendant une bonne vingtaine d'années et de la physique théorique pendant les 10 dernières années. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Philippe, pour que tu sois chercheur au CNRS tout en écrivant des bouquins sur la synchronicité? Alors ça remonte à mon enfance. Je me souviens que j'avais lu Descartes à l'âge de 14 ans, Pascal, les philosophes. Je m'intéressais bien entendu aux sciences, à la physique. Même dès cet âge-là, je lisais des livres qui dépassaient mon niveau, surtout en géométrie. Et j'avais été sensibilisé sur la question du hasard en lien avec le fameux déterminisme scientifique. Et la question qui me hantait à l'époque, c'est comment est-ce qu'on peut rendre compatible la mécanique avec l'existence d'une transcendance, l'existence de l'âme ou l'existence d'un hasard qui ne serait pas dû à notre ignorance des causes. La grande question que j'avais, c'est est-ce que la réalité est vraiment complètement déterministe ou alors est-ce qu'il y a des failles que le hasard pourrait incarner? À quel âge tu t'es posé cette question? Je me suis posé cette question-là à 14-15 ans. Ah oui. Après avoir lu Descartes et d'autres. Et du coup, ça m'a amené à m'intéresser bien évidemment à la physique quantique, mais aussi à certains phénomènes bizarroïdes qu'on range aisément dans le domaine de la parapsychologie. Et j'ai fait des expériences vers l'âge de 16-17 ans pour vérifier par moi-même si effectivement la conscience pouvait agir sur le hasard, par exemple lors de G2T, de tirage de cartes, de choses comme ça. Voilà. D'accord. Et là, tu étais avec un groupe d'amis où les gens, Non, tu te sentais un peu à l'écart par rapport à ce que tu ressentais, à ce questionnement quand même assez intriguant à cet âge-là aussi. J'avais lu des choses étranges dans les livres, hein, que ce soit des livres scientifiques ou des livres en lien avec la parapsychologie, etc. C'était un petit peu Je me souviens du fameux colloque de Cordoue, qui avait quand même réuni des physiciens qui avaient des interprétations de la physique qui mettaient en jeu la conscience. C'était quand même un grand débat naissant à l'époque où je faisais mes études, avant même de cette fameuse expérience de mécanique quantique d'Alain Aspect qui en 1982 a démontré la réalité de la mécanique quantique et donc la réalité des phénomènes de non-localité, d'intrication, de hasard quantique, ce fameux hasard fondamental, donc la réalité finalement de cette faille béante de la physique qui permet
finalement, au final, l'existence de l'âme. Donc le hasard n'existe pas. Donc le hasard n'existe pas. Ce qui n'existe, voilà, ne pas confondre ce qui n'existe pas. Bien sûr, en fait, il existe un hasard fondamental, mais donc sans cause, mais qui n'existe pas au sens d'un Dieu qui joue au dé, mais qui, d'après moi, existe au sens d'une réalité transcendante ou d'un futur qui agit sur notre réalité. C'est-à-dire que tout ce qui arrive n'est pas mécaniquement déterminé, et une grande part de ce qui arrive est déterminé par le futur, lequel est lui-même déterminé par nos états de conscience, à condition qu'il soit connecté à notre âme, enfin en résumé. Et justement, la réalité dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui, dans ce 21e siècle, donc si on part du principe que cette conscience, cette âme, elle est connectée à quelque chose de grand, quelque chose de beau, on devrait être dans ce fameux futur dont tu parles souvent. Donc là, maintenant, présentement, comment chasser, on va dire, entre guillemets, enfin ça ce sont mes mots, une mauvaise conscience, puisque nous sommes quand même dans une réalité qui n'est pas très gaie. On voit bien quand même ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, sur la planète. C'est pas... C'est gai pour moi, parce qu'on est dans un effondrement qui était nécessaire. Il était attendu, je l'attendais. On est dans une époque qui est la fin d'un paradigme, qui est la fin du fameux règne du mental dont parlait Sri Aurobindo. On a besoin de sortir du matérialisme, on a besoin de sortir du consumérisme, on a besoin de sortir de cette pensée erronée qui fait que on croit, on nous prend pour des machines biologiques. On n'est pas des machines biologiques, on a besoin d'un retour, non pas du religieux, mais de la spiritualité. Lorsque je parle d'âme ou d'esprit, c'est pas religieux dans ma tête, c'est de l'ordre de la spiritualité complètement laïque. Pour moi, l'âme et l'esprit doivent rentrer par la grande porte en science, ainsi que la conscience. Et je ne dis pas ça parce que je suis dualiste, je pense que tout est conscience, que la matière est une manifestation de la conscience. Il n'y a pas fondamentalement de dualité. Or, la science moderne est prise au piège dans l'idée que tout est matière et que la conscience émerge de l'activité cérébrale. C'est ça qu'il faut. Et j'essaye de provoquer de travailler à ce grand retournement qui consiste à remettre la conscience au premier plan. Et depuis donc, que tu as écrit ces bouquins, La route du temps, Le pic de l'esprit aussi, donc est-ce que tu sens un retour chez ceux qui te lisent en tout cas? Est-ce que tu as un retour où justement ils prennent conscience effectivement que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement pour qu'on aille vers un futur lumineux, parce qu'on est en train de prendre conscience de qui nous sommes un petit peu, et donc toi tu fais partie de ces gens-là qui éclairent aussi. Est-ce que tu as des retours de ces gens qui te lisent, de tes lecteurs? Oui, ça a changé leur vie? Beaucoup me l'ont dit. Mon dernier livre, Le grand virage de l'humanité, a eu un succès assez impressionnant. Et j'ai jamais eu autant de remerciements, même avec mes précédents livres. On m'a souvent remercié, mais alors là, beaucoup plus qu'avant. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, j'ai une interprétation optimiste, positive de la crise du virus. Parce que j'explique comment finalement on peut interpréter cet événement qui a l'air d'être très très négatif, mais ça c'est une interprétation, je dirais, naïve à première vue. Et tout le monde peut comprendre qu'il soit nécessaire de passer par des épreuves ou de traverser un abîme, la traversée du désert avant de découvrir quelque chose de beau. Et donc on est dans ces années de chaos que l'on doit traverser avant d'aller vers quelque chose de beau. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il existe une interprétation à cette crise qui nous démontre qu'on va bien vers quelque chose de beau. Parce que, alors en gros, pour le résumer très rapidement, mon interprétation de la crise, c'est comme une vaste synchronicité à l'échelle collective. Or, et qui, lorsque ce genre de choses se produit
lorsqu'on a un changement brutal dans une vie, hein, bon là c'est un changement brutal au niveau de l'humanité, il y a toujours 3 phases. Hein. Il y a une première phase qui est une série de coïncidences qui amène, donc en l'occurrence l'humanité, à prendre une grande décision qui a donc été celle du confinement. Ça c'est la deuxième phase, la décision du confinement. Ça change tout. Et ensuite il y a une résistance du futur, une résistance de l'ancien futur, qui se traduit par toutes les mesures qu'on a vécues. Et donc, vers quel futur on va? On va évidemment vers le futur qui n'est plus donc ce fameux transhumanisme qui résiste de manière irrationnelle. C'est parce que le futur transhumaniste a résisté de manière irrationnelle que j'y ai vu la preuve qu'on allait bien vers le nouveau, vers le positif. C'est aussi parce qu'il y a eu tout un tas de coïncidences extrêmement étranges qui ont fait crier aux théories du complot, ce qui ne veut pas dire que je renie, que je dénie les théories du complot, c'est pas ça. Mais en tout cas, s'il y a eu une série de coïncidences étranges qui étaient un peu difficiles à expliquer, quelle que soit la théorie en fait, hein, qu'elle soit officielle, celle du complot, etc., que donc les 3 phases qui se produisent lors d'une synchronicité étaient présentes manifestement de manière criante. Et donc ce qui m'a permis d'être quasiment certain, j'ai écrit un livre en 2020 pour annoncer ce qui allait se passer, et c'est arrivé. J'avais annoncé que la vaccination ne marcherait pas, que l'identification numérique, ça ne fonctionnerait pas, etc. Enfin, l'interprétation positive que j'ai, on peut la considérer en disant que c'est comme si le coronavirus avait fabriqué un grand épouvantail, qui est l'épouvantail du transhumanisme ou l'épouvantail du numérique, de l'identité numérique, puisque effectivement le grand piège qu'il fallait qu'on évite, que l'humanité évite, c'était celui de l'utilisation de l'identité numérique mobile pour nous conduire vers une monnaie contrôlante. Et ça, c'était à partir de là, on ne pouvait plus échapper à la suite, et donc au transhumanisme. On a vu à quel point où menaient certaines obligations. Si vous voulez vivre, eh bien, vous êtes obligé d'accepter des exigences qui sont pourtant totalement inhumaines. Donc on a eu un avant-goût de ce risque. Et donc on a reçu l'avertissement. Et donc on n'ira plus vers ça. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il faut avoir confiance. Alors bien évidemment, face à tout ce qui arrive aujourd'hui, il se passe des choses tellement dans la société. On voit bien cet effondrement de l'Occident, on voit bien cet effondrement des valeurs à travers les lois sur la bioéthique qui sont assez épouvantables. On voit bien ce qui est fait aux enfants aujourd'hui, on voit bien les problèmes au niveau de la sexualité, l'ONU, l'OMS, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais on voit des choses épouvantables se manifester, et il faut l'interpréter à contrario comme le fait qu'on ne va plus vers ça. Parce que c'est trop manifeste. Il y a eu un grand dévoilement du fait que nous sommes gouvernés non plus par les États, mais par des personnes qui ont décidé d'une géopolitique mondialiste qui nous emmène vers, on le voit clairement, c'est-à-dire que maintenant, ce dévoilement fait que on ne va pas y aller, puisqu'on est prévenu d'avance de ce qui nous attend si jamais on y allait. On a vu le dévoilement de cette société, et on a vu aussi intérieurement des choses assez importantes grandir en nous. Donc ça nous a éveillés, et tu as participé aussi à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont changé un peu de vie par rapport à cet éclairage. C'est pas du positivisme pour moi, c'est vraiment ce que tu dis. On n'est pas dans le positivisme, mais je pense que tu as participé à un changement intérieur pour certaines personnes qui ne croyaient pas aux coïncidences ou aux synchronicités et qui se sont dit, mais tiens, là maintenant il se passe ça dans ma vie, j'ai ce signe-là, ça, c'est peut-être le bon moment pour y aller, quoi. Absolument, absolument.
Et concrètement, ça se traduit par le fait que maintenant on a la preuve qu'on ne peut plus avoir confiance aux États pour... voilà, donc il faut mener sa vie de manière plus indépendante, plus autonome, et plus en solidarité. Donc ça c'est important. Autonomie, résilience et solidarité, c'est vraiment les 3 mots-clés de la traversée du désert ou de l'abîme qui est devant nous. Certains sont pas encore descendus dans l'abîme, il va être nécessaire qu'ils se réveillent, et certains, comme moi et bien d'autres, sont en train de le remonter depuis très longtemps, et ça rend heureux.